Frédéric Ancel, bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po et auteur de Mon dictionnaire géopolitique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors curieusement, Frédéric Ancel, on parle très peu de la dimension géopolitique du Covid. Pourtant, il s'avère très intéressant de suivre le virus à la trace depuis sa naissance en Chine centrale jusqu'à ses extensions actuelles sur tous les continents. Le virus a suivi une logique de diffusion limpide, celle de la mondialisation urbaine. Oui, et des routes de la soie. Parce qu'en l'occurrence, vous avez raison de dire que ça provient de Chine. La Chine qui est passée atelier du monde, voilà déjà quelques années, même quelques décennies en réalité. Et plus seulement atelier, mais laboratoire du monde, laboratoire de fabrication, notamment de produits pharmaceutiques, ce qui d'ailleurs pose aujourd'hui problème, en tout cas pose question. Et puis aussi un État qui produit maintenant du high-tech et qui produit comment dirais-je, des choses qui ne sont plus seulement à bas coût, qui sont à haute valeur ajoutée et qui par conséquent intéressent énormément les pays les plus développés, pas seulement, mais aussi et surtout. D'où cette propagation, parce que vous avez beaucoup de commerçants, oui, d'industriels, d'hommes d'affaires, européens et américains qui se trouvaient en Chine au début de l'épidémie, qui sont revenus chez eux, et par conséquent on trouve réellement cette route de la soie. Pourquoi j'insiste? Parce que par exemple, jusqu'à présent, l'Afrique subsaharienne a été très très peu touchée. Oui. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapports économiques et commerciaux de plus en plus importants entre la Chine et l'Afrique, mais pour l'instant par rapport au rapport entre la Chine et l'Occident, bien évidemment, c'est extrêmement faible. Vous voyez. Donc oui, vous avez raison, ça a suivi cette progression de la mondialisation. Oui, parce que la majorité de la population mondiale est confinée au même moment, elle est confrontée aux mêmes défis et aussi au même moment. C'est sans précédent dans l'histoire, au point qu'on peut dire qu'elle n'a jamais été aussi mondialisée. Alors, il est vrai que la mondialisation n'a jamais été aussi importante, ça c'est absolument juste. Je serais nuancé sur le caractère absolument nouveau, révolutionnaire ou bouleversant de ce phénomène. On a évoqué à plusieurs reprises au début de l'épidémie, mais pas suffisamment, la peste noire. Oui. Vous savez, en 1347-1349, c'est un tiers des Européens, peut-être la moitié des Européens, et vraisemblablement des Ouest et Centres asiatiques, qui sont décimés en quelques années. Donc c'est une conflagration, là pour le coup, sans précédent. Écoutez, fondamentalement, rien des grands équilibres, rien dans les rapports de force, rien dans le système féodal dans son entièreté ne change à l'époque en Europe, à tel point que la guerre de 100 ans se poursuit entre Français et Anglais comme s'il n'y avait pratiquement pas de peste. Et je vous fais grâce de la grippe espagnole de 1918-1919, oui, qui a tué entre 20, 30, 40 et parfois on dit jusqu'à 50 millions de personnes. Vous n'êtes pas sans savoir que les grands fondamentaux, les grands équilibres n'ont pas été bouleversés. Alors, oui, bien sûr, là, si vous voulez, on a techniquement et démographiquement quelque chose de nouveau. La communication tous azimuts et le principe de précaution posé sur un piédestal, bien sûr, c'est nouveau, mais sachons raison garder, il n'est pas certain. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas certain que l'après, qu'on annonce comme étant résolument différent, soit aussi différent. Ah ouais. Alors les pays occidentaux sont de loin quand même les plus meurtris par ce virus. Est-ce que ça veut dire que ce seront eux les grands perdants de la crise, Frédéric Ancel? Alors, je vous dirais que les grands perdants de la crise, ce seront vraisemblablement ceux qui n'auront pas su objectivement la gérer. Ça se passe pas tellement, ou ça se calcule pas tellement en nombre de victimes, parce qu'on sait très bien que pour ce qui relève du viral, d'épidémiologique, une part de hasard ou de chance, appelez ça comme vous voulez, intervient très fondamentalement. Pourquoi la létalité du virus est plus importante en France qu'en Allemagne? Bon, là, évidemment, ça ne concerne pas c'est pas un problème de logistique hospitalière. Bon. Donc, je dirais que c'est davantage une question de gestion de la crise, la manière dont des gouvernants à un moment M auront profité ou pas de cette crise pour renforcer leur répression. Pensez à un certain nombre d'États aujourd'hui, à la fois d'ailleurs en Occident et dans d'autres coins, dans d'autres zones du monde. Oui. Pensez à des États qui instrumentalisent l'espèce de chaos diplomatique dans lequel on est aujourd'hui, ou en tout cas les retards diplomatiques pour avancer leur pion à des fins impérialistes. Donc, je vous dirais pour résumer que le Covid-19 est davantage une traduction, sans doute, des rapports de force d'aujourd'hui et de demain, mais peut-être aussi un instrument, car il est instrumentalisé, comme toute crise d'ailleurs, un peu à la manière d'un biais, d'un outil
dont se servent un certain nombre de régimes, encore une fois, pour pousser leur pion. Et à la fin des fins, effectivement, on verra qui l'aura mieux géré, encore une fois, entre guillemets, cette crise, mais surtout vis-à-vis de sa propre population, davantage que vis-à-vis des petits camarades voisins qui auront subi plus ou moins de victimes. Frédéric Ancel, quel pourrait être l'impact du Covid-19 sur la géopolitique du Moyen-Orient ? Alors, je vous dirais que tout dépend de ce qu'on en fait. Prenez l'exemple de vos voisins septentrionaux turbulents, à savoir le Hezbollah. Regardez à quel point ils jouent de ce Covid-19 à la manière d'un groupe, d'un collectif extrêmement responsable, disposant de moyens prophylactiques, de moyens financiers pour résoudre les questions sociales les plus graves au sein de la population libanaise. Bon, eh bien pendant ce temps-là, il ne met pas ses efforts à faire la guerre à Israël. Et il consacre même moins d'efforts d'ailleurs à soutenir Bachar el-Assad, le grand allié voisin syrien, contre ce qui reste des résidus djihadistes. Donc, on a là un très bon cas d'instrumentalisation politique ou géopolitique du Covid à des fins internes, à des fins intérieures, à des fins de politique locale. L'objectif, en l'occurrence, de Hezbollah, évidemment, ne concerne pas Israël, mais concerne le Liban et en particulier la communauté chiite. Prenez le cas de la Turquie, qui instrumentalise le chaos diplomatique dont je parlais tout à l'heure pour pousser les feux en Libye et en Syrie. Donc, pensez à l'Iran qui joue également de ce Covid qui touche très durement la population iranienne par ailleurs. Pensez donc à la République islamique d'Iran qui, n'en pouvant mais à l'intérieur pour protéger le plus grand nombre de ses citoyens, eh bien, pousse les feux, je reprends mon expression, dans le Golfe arabo-persique en jouant des tensions face aux États-Unis. Et on pourrait multiplier les exemples. Mais vous voyez, encore une fois, le Covid-19 n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas un acteur, c'est un instrument. Il est passif. Tout dépend de ce qu'on en fait ici ou là. Oui. Alors les États-Unis de Donald Trump ont renoncé à jouer leur rôle de leader mondial avec la décision de cesser, en pleine crise sanitaire, leur contribution à l'OMS. L'Amérique est-elle cette star déchue de l'ancien monde, dont la trajectoire va être modifiée en profondeur par l'épreuve qui s'impose en ce moment, une crise sanitaire qui est finalement peut-être révélatrice, Frédéric Ancel, d'un nouveau monde? Alors moi, je n'y crois pas un seul instant, chère madame. Je pense que beaucoup d'observateurs en sont à enterrer pour la 4e fois en moins d'un siècle et demi la puissance américaine. La première fois, c'était après la guerre de sécession, dans les années 1870. La deuxième fois, c'était après la grande crise de 29, donc dans les années 40. La troisième fois, c'était dans les années 1980 avec Reagan, après la catastrophique guerre du Vietnam. Bon, et le déclin prétendument annoncé. À chaque fois, vous avez un rebond. Pourquoi ? Parce que aux États-Unis, quelle que soit l'impéritie ou l'inconséquence de l'actuel président, et encore je pèse mes mots, quelle que soit la nature de la crise auquel font face les Américains, eh bien, il y a une sorte de ressort, alors qu'il n'est pas mystique. C'est la valorisation du savoir, c'est la recherche constante du progrès, y compris du progrès matériel, et notamment face à ce type de crise. Je ne dis pas que la crise est bien gérée, je ne dis pas que les Américains, avec Trump en tout cas, ne se retirent pas d'un certain nombre d'affaires du monde, mais là aussi je nuancerais ce terme, ils cherchent à le façonner différemment. Mais la nuance est importante. Les Américains ne se replient pas. Trump n'est pas réellement isolationniste, il est nationaliste, ce qui est un petit peu différent. Il est déjà intervenu sur des terres d'opération, notamment en Syrie, à plusieurs reprises, là où on n'attendait pas forcément d'ailleurs. Donc on est sur la volonté américaine de remettre en cause l'OTAN, de remettre en cause bien sûr leur participation à l'OMS, de remettre en cause là l'accord sur le nucléaire iranien, mais ça ne veut pas dire qu'ils se retirent. Et ce n'est pas parce que vous vous retirez d'un certain nombre d'alliances pour en fabriquer d'autres qui seraient à vos yeux en tout cas, meilleures ou meilleures pourvoyeuses de puissance, que vous êtes en déclin. Je pense que pour parler d'un déclin américain aujourd'hui, il faudrait attendre quelques années, quelques décennies peut-être, et en tout cas ne pas se contenter de la traduction létale, en quelque sorte, de ce Covid-19, qui d'ailleurs ne touche pas davantage les États-Unis, touche violemment les États-Unis, mais pas en nombre d'habitants davantage que d'autres pays qui sont encore plus touchés. Alors cette pandémie du coronavirus nous fait prendre conscience de notre appartenance au village mondial global, avec nos interdépendances. Désormais, Londres regarde Paris, qui regarde Milan, qui regarde Pékin, pour savoir à quoi va ressembler le jour d'après, à votre avis ? De toute façon, il ressemblera davantage à une moins grande interdépendance dans un certain nombre de secteurs. Vous avez raison d'employer le terme, chacun
regarde les autres. Oui, enfin, on a peut-être un peu trop regardé vers Pékin. Je veux dire par là que l'ampleur des délocalisations, l'ampleur du désinvestissement sur un certain nombre de secteurs, et pas uniquement sanitaire d'ailleurs, hein, au profit de l'atelier du monde que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la Chine, enfin, c'est simplement délirant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais dans cette ampleur-là, on voit bien que ça pose des problèmes tout à fait gravissimes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore une fois, je serai peut-être un petit peu nuancé, je ne sais pas à quoi ressemblera le monde de demain, car je ne pense pas qu'il y aura réellement un avant et un après. Plus exactement, j'attends, mais je ne serai plus là pour les entendre, pour les lire, mais dans quelques décennies, les historiens évoqueront peut-être la pandémie du Covid-19 à la manière dont ils évoquent la grippe espagnole, c'est-à-dire sur une ligne, et vous le savez, dans nos livres d'histoire-géographie, et encore pas dans toutes les éditions. Hein. Alors, j'exagère peut-être un petit peu parce que là, on est effectivement sur la mondialisation. Mais attendons de voir ce qui se passera. On est en pleine pandémie, autrement dit en plein phénomène. Nous sommes, c'est même pas la tête dans le guidon, comme on dit en bon français, mais on est du matin au soir, du soir au matin, dans une recherche de communication tous azimuts qui nous maintient dans un système, j'ai envie de dire, d'angoisse permanente en quelque sorte, plutôt que de réflexion. Hein. Attendons de voir ce qui se passera dans les prochains mois, déjà avec les progrès de déconfinement, pour réellement savoir si les rapports de force et le système monde a considérablement changé. Moi, je n'y crois pas. J'aimerais qu'on termine avec l'agression d'Éric Zemmour. Il a été insulté, agressé en pleine rue. Il a reçu votre soutien. Vous avez relayé la vidéo et vous avez tweeté que ce crachat est insupportable et doit retomber sur celui qui le lance. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette affaire ? Comment est-ce que vous expliquez ces pics d'antisémitisme durant cette période ? La théorie du complot juif, Agnès Buzyn, etc. Alors là, vous posez deux questions très différentes. Je vais essayer de les serrer rapidement. Je suis d'accord sur à peu près rien du tout avec Éric Zemmour. Et je suis en désaccord absolument profond sur des thématiques qu'il défend depuis très longtemps, à commencer par celle liée au rôle de Pétain pendant la guerre. Il n'est absolument pas historien. Donc et en l'occurrence, je pense que un certain nombre de ses propos et de ses écrits sont extrêmement graves et sortent du cadre républicain. Oui, j'emploie des termes forts, mais en même temps, de manière tout aussi résolue, je le dis, il n'y a absolument pas droit à agresser verbalement et, en l'occurrence, physiquement. Un crachat en pleine période d'épidémie, c'est ce qu'on appelle une agression caractérisée. Il n'y a pas le droit de perpétrer ce type de comportement, de se comporter de la sorte. Par conséquent, oui, bien sûr, j'ai relayé. Ça, les choses là-dessus sont claires. Maintenant, vous parlez d'antisémitisme. Attention, Zemmour n'est pas contesté uniquement parce qu'il est d'origine juive. D'ailleurs, ce sont même les gens qui l'attaquent ad hominem pour cette raison-là, pour ses origines, sont même très minoritaires par rapport à l'ensemble des critiques, parfois tout à fait fondées, et j'en m'exprime moi-même, mais respectueuses de sa personne, qui lui sont opposées tout de même. Hein. Maintenant, si vous parlez de l'antisémitisme de manière plus générale, dont le complotisme est à peu près systématiquement un pendant, là, oui, effectivement, il est inquiétant. Il est très inquiétant en France depuis maintenant plusieurs décennies. Je ne vous le rappellerai pas, la rue des Rosiers et Copernic, mais là, on a affaire à un antisémitisme plus sociétal, peut-être plus massif, outre et aux côtés de l'antisémitisme meurtrier des terroristes islamistes. Je ne vous le cache pas, mais ça ne vous étonnera pas, je suis inquiet. J'ai été témoin ces dernières années, par différents faux paradoxes sur lesquels on pourrait revenir, mais là, je pense que l'antisémitisme d'une part, le négationnisme d'autre part, le complotisme de manière plus générale, l'axe rouge-brun, qui tout de même, malheureusement, aux dernières élections présidentielles en France, a atteint plus d'un tiers des suffrages exprimés. Hein. Alors après, on pourrait chipoter pour savoir qu'est-ce qui est réellement rouge, qu'est-ce qui est réellement brun, qu'est-ce qui est l'extrême droite, qu'est-ce qui est l'extrême gauche, plus ou moins dangereusement. Mais enfin, en tout cas, les forces non républicaines dans ce pays sont en train de progresser. Ça, c'est une certitude. Et pour le coup, c'est un phénomène extrêmement dangereux contre lequel je m'élève bien sûr et contre lequel je tente avec la dernière énergie de me battre en tant que citoyen. Merci beaucoup Frédéric Ancel de votre intervention sur i24 News.